Bienvenue, ravi de voir encore du monde cet après-midi. Vous ne serez pas déçus de votre présence. Je crois que vous ne serez pas... Enfin, celles ou ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés de voir que l'hôpital est représenté sur ce programme. Je crois que si demain je croisais le petit prince de Saint-Exupéry qui me disait « Dis monsieur, dessine-moi la ville du futur », je prendrais une feuille de papier, je commencerai par dessiner un hôpital et puis autour je construirai la ville. Mais par contre, il nous fallait quelqu'un pour nous parler de l'hôpital du futur dans la ville du futur. Et on a la chance d'avoir la personne qui pouvait nous parler de ça. C'est Lise Rochet. Lise est économiste de formation. Elle est professeure à Paris-Sorbonne, mais plus précisément à l'école d'économie de Paris, Paris School of Economics, où elle a la chaire de économie de la santé, chaire qui s'appelle Ospinomics, dans laquelle elle a combiné à la fois, bien sûr, tout ce qui concerne les aspects médicaux, mais aussi en particulier l'innovation et plus précisément l'innovation hospitalière. Donc ce que Lise va nous présenter, c'est au fond l'hôpital de demain dans le contexte de ces évolutions dont on a parlé pendant 2 jours maintenant. Donc Lise, je vous laisse la parole. Merci infiniment encore d'avoir accepté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous ceux qui sont ici réunis. Donc j'espère, la tâche est rude, j'espère pouvoir effectivement vous intéresser aux questions de l'hôpital du futur. Le titre en lui-même est assez imposant. Et je dois dire que j'ai mûrement réfléchi à la façon dont je pouvais l'aborder et je crois pouvoir d'ores et déjà ne pas déclarer de conflit d'intérêts financiers. Je pense que c'est une première étape importante, bien sûr. Par contre, très clairement, un biais ou on pourrait l'appeler un conflit d'intérêts intellectuels dans le sens où, effectivement, la recherche qui est menée à la chaire Ospinomics, qui était évoquée à l'instant, elle est dans le cadre privilégié des relations avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris et l'école d'économie de Paris. C'est par ailleurs une analyse que je vais mener nécessairement du fait de ma formation d'un point de vue économique, mais en toute connaissance et reconnaissance de l'importance des autres disciplines qui sont nombreuses et qui s'expriment sur ce grand sujet de l'hôpital du futur, que ce soit la philosophie, avec Cynthia Fleury qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, avec la sociologie, la psychologie, les sciences de gestion, bien sûr, les sciences de l'ingénieur et surtout l'architecture qui a été amenée à réaliser de grandes œuvres dans les années récentes et précédemment, bien sûr. Et puis, avec votre accord, on ira assez loin des fantasmes de l'hôpital du futur tels qu'on les décrit dans la presse, sur le web, de l'hôpital smart, de l'hôpital high-tech. Je pense que très rapidement, vous serez au fait de toutes ces innovations dont on nous promet monts et merveilles, mais qui appellent une réflexion un petit peu plus poussée sur la probabilité de leur adoption, leur intérêt, leur valeur du point de vue de la collectivité. Et c'est donc beaucoup plus dans ce sens-là que j'essaierai d'avancer aujourd'hui, loin aussi de ce que vous pourrez découvrir si vous faites la même recherche que moi sur ChatGPT et ce qu'on nous dit de l'hôpital du futur. C'est très intéressant. Alors, on va commencer tout simplement par l'état de l'art. C'est un grand terme, mais pour rappeler cette notion de la dépendance au sentier, je pense qu'il y a de nombreux historiens dans la salle pour lesquels l'importance de l'histoire est une évidence. Je pense que les économistes ont peut-être parfois l'habitude de passer vite sur des questions d'histoire, et pourtant elles sont fondamentales puisque le chemin qu'on a suivi, les choix que l'on a pris vont conditionner le futur, vont conditionner notre capacité à inventer le futur. Et c'est ce que, en sciences politiques, en sciences économiques, on a appelé la dépendance au sentier. C'est une mauvaise traduction peut-être de l'anglais, mais qui nous rappelle l'importance, effectivement, de leur analyse préalable. Et donc, l'hôpital est un agent économique à part entière. Est-il besoin de le rappeler ?
mais avec des caractéristiques qui lui sont propres et qu'il importe effectivement de prendre en compte au moment où on se penche sur la prospective, qu'on essaie de travailler dans une approche prospective. Donc, bien sûr, une part importante, presque la moitié, de la consommation de soins et de biens médicaux, bien qu'en décroissance sur les dernières années, souvent le premier employeur de la ville, un rôle central, je pense qu'Arnaud Fontanet vous l'aura certainement rappelé ce matin, durant les épidémies, le lieu privilégié de l'innovation, une multiplicité de productions, ce qui, d'un point de vue économique, complexifie beaucoup les choses. En général, on est sur une fonction de production simple. Ici, nous avons une multiplicité de productions souvent jointes et qui rendent plus compliquée l'analyse, une complexité de la gouvernance, une diversité des statuts, publics, privés, participants ou pas, au service public avec ou pas un but lucratif. Et enfin, et peut-être le plus important, l'importance des motivations intrinsèques, à savoir celles qui nous font lever le matin, ces motivations intrinsèques pour faire ce que l'on aime, plutôt que des motivations extrinsèques qui prendraient la forme d'une rémunération ou d'une assignation financière. Donc, un hôpital, certes, agent économique, mais face déjà à des mutations structurelles qui sont bien engagées, et parmi lesquelles, vous en aurez beaucoup entendu parler, la notion de virage ambulatoire qui a été voulue un peu comme une contrepartie, je dirais, de ce qu'a été jusqu'ici l'hospitalocentrisme, ou en tout cas ressenti comme tel. Donc ce virage ambulatoire accompagne par ailleurs des développements de la médecine qui permettent la prise en charge en ambulatoire d'un certain nombre de traitements. La médicalisation de la gouvernance qui est opérée du niveau du Servine au pôle et plus largement. L'hybridation des financements, vous entendez beaucoup parler de la tarification à l'activité, mais on voit la volonté de réforme de cette tarification pour aller du simple volume et de la prise en compte du volume à la qualité, voire à la coordination des parcours de soins et à la valeur ajoutée finalement de ces interventions à l'hôpital et dans le reste du système de santé. Une intégration verticale, on voit effectivement des regroupements, que ce soit à l'intérieur des secteurs publics avec les groupes hospitaliers territoires, les GHT, mais aussi de l'intégration entre structures privées. Et puis cette notion de coopétition qui m'est chère et qui n'a pas encore peut-être reçu toute l'attention qu'elle pourrait recevoir dans la caractérisation de ce qu'on appelle en économie un quasi-marché, celui des services hospitaliers, où l'on voit effectivement des segments d'activité qui sont en concurrence. On peut penser à la cataracte qui va être faite tout autant dans un hôpital de type CHU ou CH que dans des cliniques privées, et d'autres, au contraire, d'autres segments dans lesquels le CHU sera le dernier recours selon la sévérité de la maladie. Enfin, toujours pour caractériser dans cette première partie l'état de l'art, des défis qui restent à relever. Je n'en ai mentionné que quelques-uns, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Difficulté de recrutement, c'est peut-être ce que l'on sait le mieux, et qui n'est pas seulement lié à la pandémie et à ses effets postérieurs. Les besoins de financement, avec la mise en cause de la T2A, mais très certainement au-delà de la T2A, une vraie question de la place du financement pour des structures comme l'hôpital. L'articulation ville-hôpital, dont on parle aussi beaucoup, et qui montre l'importance de mieux coordonner les parcours patients pour optimiser le recours aux urgences, dont on sait qu'elles sont congestionnées, et puis définir cette tarification qui sera justement adaptée à cette articulation forte ville-hôpital qui évolue aujourd'hui. Et puis, cette concurrence publique-privée, qui est une caractéristique du système français assez forte, qui conduit à se renforcer sur certains segments plus lucratifs peut-être, quand d'autres missions de service public, notamment les urgences, mais pas seulement, doivent être menées. Donc, très rapidement brosser un panorama qui nous amène progressivement à nous pencher sur les contours de l'hôpital public dans un deuxième temps et se poser finalement la question, pour mener une analyse prospective, des déterminants du changement, en l'occurrence l'importance de leur repérage. Et dans ce cadre, là encore de manière très succincte, j'évoque, mais c'est une évidence, le temps long de la production, par exemple d'un nouvel hôpital, mais aussi de la formation du personnel, qui est souvent très longue.
donc 10, 15 années, on le verra tout à l'heure sur une illustration, pour la production d'un nouvel hôpital, sa mise en service. L'incertitude, est-il besoin de rappeler les événements graves, attentats, guerres, le Covid, qui mettent très directement une pression sur l'hôpital public plutôt. Les évolutions scientifiques et technologiques qui ont une grande part d'imprévisibilité et avec parfois, c'est ce qui est peut-être le plus compliqué, des effets qui sont contradictoires sur l'offre de soins. Dans certains cas, certaines évolutions vont conduire à augmenter les besoins, mais en même temps, d'autres évolutions technologiques vont pouvoir répondre mieux, plus vite, avec des gains de productivité. Il est donc difficile de chiffrer l'effet net des évolutions scientifiques et technologiques sur la taille optimale de l'hôpital, qui est la question que l'on se pose ici. La médecine connectée, dont on parle beaucoup, et qui, bien sûr, influence la prise en charge et l'organisation hospitalière, mais qui reste fondamentalement conditionnée par la capacité d'appropriation de ces nouvelles technologies par les acteurs, tous, que ce soit les patients, les professionnels de santé, les personnels administratifs. Il est évident que le potentiel est là, la capacité d'appropriation est plus lente, et c'est un des aspects qui doit être mentionné lorsqu'on évoque les perspectives de développement et les contours de l'hôpital de demain. Et enfin, et c'est le sujet de ce colloque, le changement climatique et la question qui va être effectivement accordée à la soutenabilité environnementale dans tous les projets qui sont menés. Alors, l'hôpital du futur, on a quelques éléments de consensus. Nous les avions, je pense, un petit peu identifiés avec Martin Hirsch dans une publication précédente, qui est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis devant vous aujourd'hui, pour avoir osé un titre comme celui de l'hôpital du futur en 2015. Mais il nous avait semblé que pour arriver finalement à dépasser les difficultés de prévision que je viens de rappeler, il fallait que l'hôpital soit conçu dès le départ comme adaptable, tant dans son architecture que sa gouvernance. Il nous semblait aussi qu'il devait être intégré dans un environnement qui comprend aussi, bien sûr, les questions environnementales qui sont soulevées dans ce colloque, et qu'il devait bien sûr et surtout être centré sur le patient. Je pense que depuis 2015, ces éléments ont vraiment fait leur chemin et font aujourd'hui consensus. Lorsque l'on fait un rapide survol de ce qui s'écrit sur le sujet de l'hôpital du futur, on retrouve assez largement ces trois questions, ces trois éléments importants de l'adaptabilité, du caractère intégré et de cet aspect de centrage sur les besoins du patient. Et nous avions conclu sur l'importance d'éviter que l'hôpital de demain ne soit que la projection de nos difficultés d'aujourd'hui, un demain qui ne serait alors qu'un hier à peine amélioré. Donc on est vraiment ici dans une volonté d'aller plus loin, très clairement. Et avec le directeur général de l'assistance publique, Nicolas Revel, nous avons échangé sur ce qui lui paraissait être aujourd'hui peut-être les 3 enjeux les plus importants, parmi bien d'autres. Et donc, on a retenu progrès technologique et ressources humaines, périmètre des missions et coordination entre les acteurs, et puis, bien sûr, le verdissement des politiques. Progrès technologique et ressources humaines, on pressent de grandes évolutions, mais on ne sait pas toujours quel sera le sens de l'évolution, puisque d'un côté, on voit que la santé numérique, l'intelligence artificielle vont offrir effectivement une plus grande fiabilité, une plus grande sécurité du diagnostic et potentiellement libérer une partie du temps médical, qu'il y aura des gains de productivité, y compris sur des actions comme la dispensation de médicaments, mais qu'en même temps, l'hôpital du futur, en tout cas selon Nicolas Revel, sera demain plus consommateur de ressources humaines, dans la mesure où il faudra revoir déjà les ratios soignants-malades pour faire face à l'intensification du travail, ce fameux virage ambulatoire dont on parlait précédemment et qui va conduire l'hôpital à recevoir des patients beaucoup plus sévères, et donc il faudra s'adapter à ces besoins plus sévères de patients qui seront à l'hôpital. Et puis, et ce n'est pas la moindre des choses, la question de la coordination des soins est de loin celle qui est pointée du doigt à l'international en France comme étant peut-être une des moins avancées. Et donc, il faudra une gestion active des parcours qui nécessitera des personnes compétentes, des coordonnateurs.
Le deuxième aspect, c'est celui du périmètre des missions. L'hôpital doit-il céder la place quasiment à la ville? Doit-il au contraire se rapprocher de la ville? Quelles sont les évolutions que l'on peut attendre des relations entre ville et hôpital dans le futur? Selon Nicolas Revel, toujours, l'hôpital sera davantage hors les murs. C'est un aspect qui pour lui est important parce que l'hôpital est particulièrement bien placé avec des systèmes informatiques très performants pour effectuer un suivi à domicile avec une télésurveillance, par exemple, parce que les professionnels de santé hospitaliers vont se déplacer de plus en plus vers les patients, par exemple avec des consultations avancées dans le nord de Paris, à Saint-Ouen, où les personnes ont peut-être de la difficulté à franchir la porte de l'hôpital. Et ces consultations avancées permettront de rapprocher les services de spécialistes de ces populations. Et puis, le rôle important qui sera joué par le CHU pour épauler, stabiliser, appuyer des centres hospitaliers qui sont en zone sous-dotée et qui pourront justement, par des partenariats avec le CHU, comme c'est le cas pour Mont-d'Or et la Grande Couronne, eh bien, arriver à recruter des personnels, peut-être 70-30% entre le CHU et le CH pour appuyer effectivement les besoins dans ces zones qui sont aujourd'hui sous-dotées. Mais en tout cas, et c'est une des grandes questions que l'on peut se poser, le CHU doit-il être le dernier recours, comme on l'évoque assez souvent, ou doit-il garder finalement une fonction de proximité? Et donc là encore, pour Nicolas Revel, les choses sont assez claires. Il faut garder ces deux missions, à la fois de proximité et de recours, car elles conditionnent toutes les deux à la fois la qualité de l'enseignement, la qualité de la recherche et la réponse aux besoins de la population. Enfin, le verdissement des productions, qui est quand même vraiment le sujet de ce colloque. La production de l'hôpital semble constituer aujourd'hui à peu près la moitié de l'empreinte, contribuer pour moitié à l'empreinte carbone, le reste provenant de la production et l'usage de produits, médicaments. Et donc, la politique qui est ici suivie à la paix est une politique volontariste d'encourager la prise en compte de la dimension environnementale, mais à travers la notion de juste soin, de sobriété, de bon usage, de pertinence des soins, qui est véritablement la façon dont ceci est aujourd'hui mis en œuvre à la paix. Pour terminer, rester dans les temps impartis, je voudrais vous présenter deux terrains d'expérimentation, deux études de cas qui me semblent bien illustrer finalement ces quelques éléments que je viens de rappeler et qui restaient assez abstraits. Le premier de ces cas est celui de l'Hôtel-Dieu, dont on sait qu'il est le premier hôpital fondé en France, au cœur de l'île de la Cité, mais qui, par l'initiative Hôtel-Dieu, a vocation véritablement à en faire un lieu d'innovation, un laboratoire d'émergence d'une révolution du soin. Ce ne sont pas mes termes, mais bien ceux qui caractérisent l'initiative Hôtel-Dieu, avec la possibilité qui est donnée à des start-up de s'engager dans cette révolution. Et le deuxième exemple, ce sera celui du Grand Paris-Nord. Quelques diapos rapidement pour illustrer en fait les différentes composantes de l'initiative Hôtel-Dieu avec une plateforme de co-développement, un tiers-lieu d'expérimentation et un grand lieu d'innovation. Tout ceci avec une place extrêmement importante qui est réservée aux patients et deux illustrations d'innovation dont on voit qu'elles ont un impact important sur ce fameux temps médical qui est si rare. Par exemple, l'assistant d'intelligence artificielle qui va générer des comptes rendus médicaux et qui va permettre au médecin d'être dans une interface beaucoup plus agréable avec son patient puisqu'il n'aura pas à taper dans le même temps sur l'ordinateur. Je suis sûre que vous avez tous subi ce même sentiment, je dirais, de perte en ligne lorsque les yeux du médecin vous quittent pour rejoindre ceux de son ordinateur. Et donc, cette innovation Nabla pourra permettre justement de garder ce contact visuel qui est très important. Et puis, des robots enchantés, comme le dit ici le Broca Living Lab de l'Hôtel-Dieu, à savoir un certain nombre de robots qui vont pouvoir avoir des fonctions très simples de dispensation de repas, par exemple, mais dont on voit bien qu'ils sont en tout cas très gais, tant en couleur qu'en image,
et qui pourront certainement prendre une partie d'une activité qui n'est pas la plus intéressante pour les personnels médicaux. Le campus hospitalo-universitaire de Saint-Ouen, le Grand Paris Nord, est un autre des grands projets phares de la paix, qui s'appelle l'hôpital du futur. Il me fallait terminer donc nécessairement par cette illustration qui a été vraiment pensée pour les 50 prochaines années, qui combine des pôles d'excellence et un service de proximité pour les raisons que j'évoquais précédemment, la nécessité de garder ces deux dimensions de manière en pleine congruence. Et puis, peut-être, et surtout, dans le cadre de ce colloque, la haute valeur environnementale de ce projet, l'omniprésence de la lumière naturelle, les espaces de soins de travail végétalisés, un certain nombre, effectivement, de patios intérieurs, tout un ensemble d'éléments qui ont été pensés, effectivement, pour le bien-être dans un hôpital qui s'insère dans la ville, dont il contribue à améliorer la performance par exemple, un rejet des eaux limitées, des exigences techniques qui sont élevées en matière de résilience climatique, et surtout, ce qui est plus rare, un engagement assez fort dans des chantiers qui sont vertueux. Donc on utilise la voie fluviale, on utilise la voie ferrée, et vous avez ici quelques illustrations, effectivement, de cette évolution vers une végétalisation très forte qui est permise par ce grand projet. Et puis, cette configuration ici, effectivement, visuellement très attractive, et ce chantier dont je disais qu'effectivement, il était mené de façon vertueuse du point de vue de l'environnement. Et pour conclure et rester dans les temps impartis, à la suite des échanges avec Pierre Corvol, que beaucoup d'entre vous connaissent bien, professeur émérite au Collège de France, médecin-chercheur en biologie français, renommé pour ses travaux de recherche, il a été l'administrateur du Collège de France pendant une longue période, et nous avons discuté ensemble de la façon impossible de conclure cette présentation en se disant qu'il fallait tirer les leçons du passé, par exemple par une évaluation scientifique, des leçons qu'on a pu tirer. L'expérience de l'hôpital européen Georges Pompidou est tout à fait éclairante. Elle a été étudiée dans un numéro spécial de gestion hospitalière en 2016. Je pense que ce sont des éléments importants qui nous permettent de caractériser les leçons du passé. Associer, et pour Pierre c'était un aspect extrêmement important, associer précocement toutes les parties prenantes à la réflexion, voire à la construction, lorsque c'est le cas, de l'hôpital du futur, notamment les patients, mais aussi les professionnels de santé. Je pense que c'est un des points sur lesquels il a le plus insisté. Et le tout dernier point qui permettra de faire, je crois, un lien assez naturel avec la présentation qui va suivre et qui me revient peut-être un peu plus en tant que chercheur, c'est la nécessité pour les chercheurs spécialistes de la santé de se rapprocher de ceux qui travaillent dans l'environnement pour façonner une politique qui sera plus volontariste en matière de soutenabilité environnementale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, un petit mot de précaution, toujours de la part de Pierre, mais que je partage entièrement. Garder l'humilité quant à notre capacité collective à anticiper les besoins futurs, puis à les mettre en œuvre dans l'innovation. Je vous remercie de votre attention.